Et on vous souhaite la bienvenue tout le monde à l'émission On s'investit de ce 6 octobre déjà, une journée qui a bien commencé. Pourtant, sur l'heure du dîner, on sent que c'est un peu difficile. Alors, les marchés tournent au rouge en Amérique du Nord, sauf à Toronto, on continue d'accumuler des gains. Baisse de la devise américaine fait monter les matières premières, donc Toronto en bénéficie. Mais à New York, c'est les ventes dans le secteur des petites capitalisations, entre autres, qui font à foi de cette baisse qu'on observe. Énormément de nouvelles ce matin. D'abord, on commence tout de suite par le titre de Québecor qui est à son sommet de la dernière année, même s'il ne gagne plus que 2 sous, 28,66. Québecor qui a donc vendu ses actifs anglophones de Sun Media ce matin pour la somme de 316 millions de dollars, sauf que l'acquéreur qui est Post Media, qui détient entre autres le Citizen d'Ottawa, qui détient le Gazette, National Post, qui met la main sur les 175 hebdomadaires et journaux. Ça s'inscrit dans une espèce d'aura de rationalisation en Amérique du Nord en termes de journaux, même si Post Media dit qu'elle va garder les 2 entités telles quelles, qu'elle devrait opérer tous les journaux dans le même contexte qu'actuellement. Le Bureau de la concurrence, lui, va regarder ça de très, très près. Est-ce que le Ottawa Sun, par exemple, pourra rester en place et continuer de compétitionner l'Ottawa Citizen? Est-ce que ce sera la même chose à Toronto, où le National Post est déjà là, avec le Toronto Sun, dans l'Ouest canadien également? Alors, c'est le Bureau de la concurrence qui aura le dernier mot. Et on dit que le bijou là-dedans, c'est le portail Canoë, anglophone, bien sûr. On vend une portion des activités de vente. On vend donc Canoë, le portail Canoë anglophone. Aussi les 24 Hours, qui est l'équivalent de 24 heures ici chez nous. Autant celui de Toronto que de Vancouver, 316 millions. Ça va coûter plus d'1 milliard, cette histoire-là. Mais comme je vous disais, ça s'inscrit dans le contexte nord-américain. Rappelons-nous l'année dernière où le New York Times avait vendu le Boston Globe pour 70 millions de dollars. Et plusieurs autres actifs en même temps. Pourtant, on avait payé le Boston Globe en 1993 1,1 milliard. Alors, on voit que la valeur des quotidiens et des hebdomadaires continue de chuter. C'est dans ce contexte-là que Québecor a donc vendu ses actifs anglophones. On voyait les revenus péricliter, 508 millions en 2013, 487 cette année, et on voyait plus l'heure où on pourrait faire de l'argent avec, sauf que Post Media dit qu'elle pourra en faire. Hewlett-Packard, ça, c'est un autre dossier. En fin de semaine, on apprenait qu'on voulait scinder en 2 l'entreprise. Une qui sera dirigée par celle qui dirige les destinées actuellement, Patricia Rousseau, pour tout ce qui s'appelle hardware, donc les ordinateurs, les imprimantes. L'autre section, dirigée par une des vice-présidentes actuelles, on en ferait donc un service d'infrastructure de logiciels et services aux entreprises par Meg Whitman, qui est l'actuel PDG du groupe. Alors, le titre s'enorgueillit de 1,53 à 36,73 parce qu'on se dit, on pourra faire de l'argent en renvoyant une portion des activités, donc en faisant un fameux, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un fameux spin-off. L'autre titre que je voulais vérifier avec vous, c'est celui de Disney, qui perd 21 cents actuellement. Disney qui est obligé de renflouer à la hauteur de 1,25 milliard de dollars. Disneyland de Paris, ça va pas bien là-bas. Les baisses constantes des visiteurs obligent donc à restructurer cette entreprise-là. Alors, mon oncle Picsou qui est obligé de renflouer Disneyland Paris. Air Canada, je vous le montre tout de suite. Air Canada, c'est une grosse entente qu'on a signée avec les pilotes, les 3000 pilotes. Une entente de 10 ans, finalement. On avait dit qu'on ne voulait pas de problème avec les pilotes. On s'est organisé pour que tout le monde signe. L'accord actuel se terminait donc en 2016 et on aura la paix jusqu'en 2026. WJA, pour rester dans le domaine de l'aéronautique, la filiale encore qui pousse le marché canadien aérien vers de la concurrence plus élargie. Il se prépare à offrir donc des itinéraires supplémentaires. 14 avions turbopropulseurs Q400 acquis donc de la part de Bombardier d'ici 2016. On parle de 18 destinations sur 100 vols quotidiens, donc ça continue de mettre de la pression énormément. Et finalement, le dernier titre en liste, c'est BNS, la Banque Scotia. Ah, c'est CBC, excusez-moi, là, c'est CM, j'ai fait BNS et CM.
la CIBC, qui remonte un peu aujourd'hui sur une nouvelle suivante. En fait, ce sont les frais de courtage. Vous savez que ça coûte cher, mais là, je pense qu'il va y avoir une guerre de frais de courtage pour ceux qui vont faire des transactions via Internet, via les portails des différentes banques. On a décidé d'offrir un taux de commission unique à 6,95 $. Peut-être demander à Jean-Paul, c'était combien, là, actuellement? Ça joue entre 5 et 10. Ça joue entre 5 il y en a et qui sont 10. un petit peu en bas de 5, mais c'est dans la moyenne est aux environs de 5. Oui, parce que les clients qui effectuent au moins 150 transactions par trimestre, eux, auront droit à 4,95 par mois. C'est ça, c'est une question de quantité. 4,95 par transaction, non pas par... oui. Alors donc, on voit que plus vous allez faire des transactions, moins ça va vous coûter cher. Alors je pense qu'il y a une petite guerre de prix, un peu comme dans les fonds négociés en bourse où on continue de voir les prix baisser. C'est une bonne nouvelle pour nous, investisseurs, ça. Oui, effectivement. Hein? Aux États-Unis, il y a même une entreprise qui vient de... C'est un start-up, zéro commission. Alors, ça va être à suivre. Je me souviens plus du nom, je pourrais vous trouver ça tantôt. Le truc là-dedans, ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que c'est complexe, hein, l'accès direct. Là. Et tu as beaucoup de routes électroniques qui vont payer des courtiers pour que les courtiers amènent du trafic. Ah, ça ne se fait pas au Canada, là, mais aux États-Unis surtout. Là, les HFT, ces trucs-là, là, vous savez, là, ça trade à coût de millions à la seconde. Donc, c'est le monde à l'envers. Ils sont payés pour amener de la transaction. Fait qu'en théorie, les autres font le pari qu'ils vont pouvoir avoir du volume suffisamment pour faire leur profit en offrant des transactions gratuites aux clients. Mais ça, ça a déjà été essayé et ça n'a pas fonctionné. On verra ce que ça va on verra. En tout cas, de toute façon, quand les idées viennent des États-Unis, parfois, on trouve ça bon. On va suivre ça. C'est nous qui en bénéficions pendant ce temps-là. On dit tout le temps que ça nous coûte cher. Oui, effectivement. Écoutez, c'est parfait pour nous. Alors, on va voir la revue des marchés, comme on fait toujours ensemble. On va parler de Fannie et Freddie et les montagnes russes. Il y a beaucoup d'actions dernièrement dans Fannie et Freddie. Et on avait déjà couvert ça il y a un certain temps. On a des positions là-dessus. Je vais revenir. On ne fait pas toujours juste des profits. Des fois, on fait des pertes. Ça fait partie de la game. Et on va parler du début de la saison Q3, T3, des divulgations boursières. Donc, tout seigneur, tout honneur, la revue économique de la semaine passée, vous me corrigez en temps réel si les données sont modifiées. Confiance consommateur, malheureusement, c'était pas vraiment bon. 86 par rapport à 92,5 attendu. C'est les conditions actuelles qui font mal, là, de voir les marchés baisser pendant 2 semaines, surtout pendant la période du sondage, c'est pas tellement bon. Ça aide pas. Ils n'ont pas fait de sondage à la bonne semaine. Non. Alors, ce que ça donne, bien écoutez, il faut quand même, là, dans l'ensemble, on est à des niveaux assez élevés, mais on voit là que ça a piqué d'une un petit peu. Et je regardais ça en montant l'émission, puis si vous regardez les ventes au détail, c'est les bâtonnets gris, là. Il y a une constance baisse, hein, depuis septembre 2011. Puis là, ça va finir par probablement rattraper. La ligne bleue, c'est la confiance du consommateur, puis les bâtonnets gris, c'est les ventes au détail. Ça va sûrement finir par rattraper la confiance. On ne peut pas avoir des ventes au détail qui baissent puis une confiance qui monte, en tout cas. Bien, surtout avec ce qu'on a vu comme chiffre, on le verra dans quelques instants, les chiffres de l'emploi, mais c'est une question d'avoir du travail qui est permanent, d'abord, puis être bien rémunéré aussi, deuxièmement. Et quand tu vois tes payes qui ne montent pas plus que 0 % d'un mois à l'autre, ça affecte la confiance un peu. Effectivement. Il y a toutes sortes de paradoxes. Vous avez bien raison dans ces chiffres-là. Voilà ce que ça a donné sur les marchés. C'était à 10 heures ça, que ça sortait, ces données-là. Puis on voit que le marché, comme c'est souvent le cas, a accueilli ça bien. Théoriquement, c'est ça. Bon, on connaît comment Wall Street sont tordus. Hein, ce qui est bon pour le peuple va faire en sorte que Janet va slacker à pédale douce sur les taux d'intérêt. Donc, on est bien content, puis les marchés montent. Ça n'a pas duré longtemps. Non, mais vous aviez quand même Case-Shiller qui avait quand même grimpé de 6,75. Case-Shiller qui est l'augmentation des prix de maison. Alors, de voir que les consommateurs eux-mêmes réussissent à aller chercher davantage d'argent grâce à leur maison, ça a encouragé le marché, mais ça a été de courte durée. Bon, c'est en dents de scie, hein, comme on a souvent là, des marchés par les temps qui courent. L'ISM avait eu des super performances des derniers résultats. Là, un petit peu en bas des attentes, 56,6. On est toujours au-dessus de la fameuse ligne du 50. On s'entend que c'est comme au football, la ligne de 50, là, il faut être au-dessus de ça. Ils disent pas quel bord, mais vers le haut. L'indice manufacturier, on voit que ça a été accueilli tièdement, puis après ça, les marchés ont dégringolé. Il peut y avoir d'autres raisons là, qui ont fait que les marchés ont dégringolé, mais disons que ça n'a pas aidé sûrement. Demande de chômage, je vous disais tantôt, 287. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en tant que telle. Excellente nouvelle. Par rapport à 2,97 qui était attendu et 2,95 revisé de la dernière fois.
On a toujours notre graphique génial là, qui s'en va toujours vers le zéro. Alors, ça descend, ça descend. On peut pas ça devenir ira pas à négatif, zéro, par exemple. Ça ira pas à zéro, je peux vous dire. Ça ira pas à zéro, sûrement pas. Ça, on va se poser des questions. Sauf qu'au net, je sais pas si votre prochain, c'est l'emploi, là. Oui, je pense que... Oui, effectivement. Oui, on voit que ça se reflète là-dessus. C'est vrai. C'est important, ça. 2,48, là, c'était un gros vert, ça. C'est vrai. Zéro. Mais écoutez, de 2,15 à 2,48, c'est effectivement un gros vert. Donc, des bonnes nouvelles. C'est peut-être là qu'était la meilleure nouvelle, dans le fond, là, pour la semaine passée. On voit ici évidemment, là, on voit notre graphique sur une année. Les bâtonnets gris, c'est par mois, puis la ligne rouge, c'est annuel. Donc, à ce niveau-là, ça se comporte relativement bien. Taux de chômage. Ça, c'était excellent. Un autre 5,9. Ils sont tombés en bas de 6. Hein? Première fois depuis 2008. Alors, donc, on revient pré-récession, officiellement partout. Là. Et ça, il s'agira de voir comment le marché va réagir. La Fed avait dit que c'était un peu, même à l'époque, ils parlaient d'un target de 6,5 pour augmenter les taux. Là, on à 5,9. Ils l'ont abandonné. Quand Jeannette est arrivée, ils ont abandonné ça. C'est pas 6,5, je dois dire, c'est 5,5. Donc, petite erreur d'un. Donc, regarde ça, c'est un autre genre de graphique qu'on ne veut pas voir dans notre portefeuille, mais qu'on veut voir comme taux de chômage. Écoutez, c'est une belle pente de ski, cette affaire-là. Hein? Alors, ça s'en va au chalet, là. Ça descend continuellement. On voit que le marché a bien accueilli ça. Ça, c'était vendredi, puis on a eu une journée haussière toute la journée de vendredi. Bien, les titres de détail, entre autres comme Walmart, par exemple, et tout ça, là, ça avait quand même augmenté pas mal à la suite de ces... vous voyez que ça a une influence directe, là. Votre taux de chômage est bon. Vos titres de détail vont augmenter. C'était le cas de Walmart, puis je vais aller voir Target juste pour le plaisir de la chose. Et la confiance du consommateur s'ensuit pour autant. Ça va tout un petit peu ensemble. Bien, c'est la même chose. Ma grand-mère dirait ça couche tout dans le même lit. Oui. Et tableau récapitulatif de la semaine. On voit là qu'on a du vert et du rouge, un petit peu partagé, mais plus de vert que de rouge. C'est ce qui nous fait un score de 3 contre 2, donc c'est très bien, beau score de hockey, ça. Et on voit que la semaine, par contre, a été plutôt flat. Remarquez bien qu'heureusement qu'on a eu jeudi-vendredi, hein, parce que jeudi, en fin de journée, ça allait pas bien du tout. Non. On a tout récupéré les 2 dernières journées pour finir pratiquement au niveau de la semaine passée. Donc, une semaine plus ou moins flat, 0,60 %. Donc, c'est sûr que c'est pas mal, c'est pas grand-chose. Et les données économiques de la semaine à venir, bon, on les voit pas en détail, là, mais on a juste notre tableau. Écoutez, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Là. Je fais abstraction de toutes les petites affaires qu'il y a toujours, là, un petit peu insignifiantes, là. Des market movers qui appellent, il y en a juste 2. Ah oui. FOMC puis les demandes de chômage. Bien, ça va être important sur les minutes de la Fed. Là. Ça va être important sur mercredi. Ça va donner le ton peut-être pour la prochaine réunion, puis, etc. Mais quand même, 15 jours de baisse, là, ça commence à peser lourd dans la balance. Je pense que vendredi, c'était bon. On fait une pause. On regarde Freddie et Fannie tout de suite après la pause. À tout de suite. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez vu les actions de Freddie Mac et de Fannie Mae, en fait, Federal Mortgage Investment aux États-Unis, qui ont mangé toute une volée la semaine passée, Jean-Paul. Ça a fait suite à un jugement d'une cour qui jugeait voulait d'abord le juger inconstitutionnel à la suite de plainte, puis finalement, ils ont donné raison à Fannie Mae et Freddie Mac. Pourtant, je pensais que ça allait stabiliser les actions. C'est ça, effectivement, mais c'est toute une surprise. Alors, j'ai préparé un topo là-dessus, puis je dois tout de suite dire d'avance, on le dit maintenant, ça, quand on a des positions. J'ai des positions là-dedans depuis un bon moment, on avait parlé ici. Je vais vous montrer le graphique tantôt. On a eu une période où on a été chercher des profits. La position actuelle, elle est à perte. Je la maintiens, je vais en parler tantôt pourquoi. Donc, quand on fait de l'argent, il faut le dire, puis quand on a des pertes, il faut le dire. Les gens qui disent qu'ils perdent jamais, c'est des menteurs, c'est impossible en bourse. Donc, l'idée, c'est à la fin d'année d'avoir gagné plus que d'avoir perdu. Alors, Fannie et Freddie, qu'est-ce qui se passe? L'entente. Originalement, en 2008, le gouvernement américain a saisi Fannie et Freddie. Vous vous souvenez de ça, hein? Quand ça allait mal, là, c'est pas compliqué, il a fallu que c'est le dernier recours. Ils ont saisi par la force des choses, il a quasiment nationalisé. Puis, on a mandaté le FHFA, Federal Housing Finance Agency, pour diriger les 2 GSE, parce que c'est ce qu'ils appellent les autres des Government Sponsored Enterprise, un peu notre CHL canadienne. C'est ça. En échange d'environ 200 milliards, 185 pour être exact, le gouvernement a exigé des actions privilégiées avec dividendes de 10 %. Bon, jusque-là, ça va bien, ça. On recule en 2008, là. En 2012, le gouvernement a modifié l'entente, lui permettant de convertir tous les profits en dividendes. Ils ont dit, garde, ils font de l'argent. Ça, c'est plus de 10 % on met notre profit égal aux dividendes. C'est pas compliqué. Ça fait penser à certaines sociétés d'État ici qu'on ne mentionnera pas au Québec qui alimentent nos gouvernements. Alors, depuis 7 ans, remboursement et profit.
Hey, regardez, c'est incroyable. Depuis ce temps, Fannie et Freddie ont tout remboursé. Ils ont payé leurs dettes. 185 milliards sont rendus, là, ils ont payé ça une fois et demie, puis sont extrêmement profitables, générant plusieurs milliards de profits par année. Le profit proviennent de deux sources. Les opérations, parce qu'ils font des nouveaux prêts plus intéressants que ceux qu'il y avait à l'époque, mais surtout des remboursements de milliards de dollars provenant des règlements contre des institutions comme JP Morgan, Bank of America, Lehman Brothers. C'est à l'époque, quand ils ont prêté de l'argent, le gouvernement a dit correct, on va vous sortir du trou, là. Du trou, bon, c'est ça, merci, je voulais dire d'autres choses, mais c'est le trou. Mais ils ont dit tantôt, quand ils disaient, on fait de l'argent, vous allez faire de l'argent, vous allez nous rembourser. Là, ben, on arrive là. Les banques font de l'argent, donc les banques doivent. Puis vous savez que si ceux qui ne veulent pas rembourser, ils restent un peu sous tutelle. Okay. Fait que, tu sais, pas le droit de se verser de dividendes, pas de boni, rien de ça. Goldman Sachs, vous en souvenez, est un des premiers à faire un chèque le lendemain qu'il y a eu le prêt. Okay. Il dit, moi, regarde, je veux pas que personne vienne se mettre le nez dans mes affaires. Donc, le retour à la rentabilité de Fannie et Freddie a fait saluer beaucoup d'investisseurs, grands et petits, hein, parce que tu as des petits joueurs là-dedans. Là. Tu as monsieur, madame, tout le monde, puis tu as des gros joueurs. Oui. Actuels et passés, tu en as qui sont là-dedans depuis le tout début, qui se sont fait dire votre taux va venir, inquiétez-vous pas, qui espéraient que les profits seraient redistribués. Mais avec la nouvelle entente, il n'y a plus de redistribution, ils gardent tout pour eux autres. Alors, plus de 20 procédures légales actuellement sont en cours. 20, pas juste une, là. Il y en a 20 de tout bord, de tout côté. Certains disent que l'attitude du gouvernement est anticonstitutionnelle. Alors, ça va jusque-là dans certains cas. Quelques gros joueurs, dont certains vous connaissez, notre ami de droite, là, qui est Ackman, qui est... Pershing. Pershing, exactement. Qui est le deuxième actionnaire, soit dit en passant. Effectivement. Il y en a d'autres gros là-dedans, là, tu sais, qui y a des gestionnaires de capitaux, capital qui ne sont pas des hedge funds nécessairement. Donc, il y a des gros joueurs là-dedans. La chute drastique, ce qui est arrivé, la chute qu'on a vue mercredi passé, là, le cours d'action a chuté de 33 à l'ouverture du marché, suite à la décision du juge Lambert de rejeter les causes de Perry et Berkovich. Parmi les 20 causes, eux, il y en avait une, qui était de dire au gouvernement, c'est pas correct ce que vous faites, respectez l'entente, redonnez l'argent aux investisseurs, là, des profits qui sont faits, plutôt que de tout la prendre en dividendes. Cette décision s'appuie sur le HERA, H-E, ils ont bien des actes là-bas aux États-Unis, le Housing and Economic Recovery Act, qui depuis 2008 donne des pouvoirs énormes au gouvernement pour contrer la crise hypothécaire. Ils ont pratiquement tous les pouvoirs qu'ils veulent là, pour contrer cette fameuse crise-là. Fait que législation peut faire surprise. C'est une législation qui permet au gouvernement de dicter ses propres termes. C'est ce qu'ils ont fait. Qui rend difficile pour les investisseurs d'avoir gain de cause dans à peu près toutes les poursuites qui sont en cours. La réaction est amplifiée parce que la décision était soudaine et inattendue. Il y avait des grosses causes. On s'attend ça, genre une petite cause, tu sais, quasiment de tribunal de banlieue, là, puis ce juge-là, d'un coup, dis-moi, non, regarde, vous avez tort, en disant chez vous, le gouvernement peut faire ce qu'il veut avec l'argent. Mais là, autrement dit, là, si je comprends bien la patente, là, pour être bien simple, là, au ras des pâquerettes, là, je regarde Pershing Square, là, qui poursuit pour la même affaire. Ça veut dire qu'il risque d'être débouté. Pourquoi le titre est implanté de bord? C'est ça, je comprends pas. C'est parce qu'ils sont tous déboutés. Ça va aller mal. Ça veut dire que théoriquement, ils ne redonneront plus d'argent au peuple, puis nos investisseurs. C'est là que tu fais plus d'argent. Fait que là, tu largues le titre, puis là, le titre baisse. Ben oui. Puis vous allez voir qu'il y a eu d'autres nouvelles à un moment donné. Les opinions diffèrent. Certains disent que Freddie et Fannie n'auraient jamais survécu à la crise de 2008. C'est vrai, sans l'aide des gouvernements. Puis qu'à cause de ça, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est un petit peu moins vrai. Le camp opposé avance plutôt que les modifications de 2012 ont été faites longtemps après la crise. La situation financière n'était plus la même. Les entreprises allaient bien, l'économie se portait bien. Plusieurs ajoutent que le gouvernement est en conflit d'intérêts et qu'une telle attitude devient menaçante pour n'importe quelle entreprise. Parce que là, ils se disent, non, peuvent-tu même matin décider de faire ça avec n'importe qui? Ça veut dire, on nationalise, puis après ça, nous, on garde l'argent, on ne la redonne pas. Si tu es dans le trouble parce que tu as mal fait la job, puis que le gouvernement vient te sauver, tu cours après le malheur après. Au moins, il faut qu'il se rembourse. On est d'accord avec ça. Mais là, ce que ça ne marche pas, c'est que c'est un comportement nationaliste qui va à l'encontre des convictions profondes de l'Amérique. L'Amérique nationalisée, c'est pas leur fort. Là. C'est capitaliste, entreprise privée, puis on se mêle de rien. Mais là, c'est pas ce qu'ils font actuellement là-dedans. Là. C'est pour ça qu'ils ont des poursuites sur le dos. D'autres entreprises fortement aidées, telles que AIG, vous en souvenez, n'ont pas eu à subir de telles obligations restrictives. Donc, tu sais, il y a comme 2 poids, 2 mesures. Patience et récompense. Même les investisseurs ont de très bonnes chances de réussite. Le tout pourrait prendre des années à se résoudre. Parce que théoriquement, au bout de la ligne, ils pensent bien qu'ils vont avoir raison, les investisseurs. Le problème, là, c'est que ça pourrait aller jusqu'en 2019 si jamais ça se rend en Cour suprême. Fait que disons que c'est un placement à long terme, si on va à 2010. Mais c'est sûr qu'il peut se produire bien des choses, des élections, qui vont se produire, puis ça peut, à un moment donné, mi-mandat, après ça, des élections, donc ça peut changer la donne. Par contre, une victoire pourrait représenter plus de 200 milliards, billions. Alors, c'est sûr que les enjeux sont gros.
C'est pas tout. Ce niveau là-dessus, on l'avait couvert ensemble ici. Puis c'est là-dessus, nous, qu'on avait, dans cette ascension-là, on avait sorti une partie de nos positions à notre bureau. On en a toujours qui sont au prix qui sont actuellement. Le 16 juin 2010, Fannie et Freddie sont retirés du New York pour avoir été tranchés sur la barre de 1 durant plus de 30 jours. Ça, c'est en 2010. Depuis, les deux entreprises sont tranchées sur les OTCBB, qu'on appelle Over-the-Counter Bulletin Board, qui sont là pour les penny stocks, l'équivalent des marchés un petit peu underground, là, sur les symboles qu'on connaît. Mars 2014, ça, c'est un autre coup. Le US Senate Banking Committee appuie Obama dans une volonté de démanteler. Eux autres, ça n'a pas compris, les gars ont démantelé ça. Tu sais, une compagnie qui est en faillite, tu fermes ça, on comprend ça. Mais là, ils font de l'argent. Puis il y en a qui sont venus dire, ben non, mais regarde, on ferme ça. Comme il y a des investisseurs, les investisseurs, regarde, tant pis pour eux autres. Tu sais, ça va à l'encontre du bon sens, surtout du côté là, américain. Cependant, le Sénat, démocrate, annonce son intention de s'opposer à une telle démarche. Donc ça, là, ça n'a pas eu trop de succès. Mais le titre avait quand même chuté de 33 C'est pas la première fois qu'il chute, là, puis qu'il monte, là. On va le voir sur la graphique tantôt, là. Mais il avait repris 50 de sa baisse dans les mois suivants. Des données sur l'entreprise, regardez, c'est quand même pas petit, là. Capitalisation, là, 17 milliards dans le cas de Fannie Mae. Valeur d'entreprise, là, ça, c'est la valeur au livre, là. Sur l'échelle courte, là, c'est 3,150 trillions. C'est gros, là. Action en circulation puis la flotte, évidemment, sont pareils là-dedans, là, 5,74 milliards. Freddie est plus petit, 9 milliards, 1,84 sur la valeur de l'entreprise, puis les floats sont à 3,22. En conclusion, c'est un retour potentiel, quelqu'un qui veut trader ça, aussi élevé que son risque. Donc, il faut être prudent. Il faut voir ça un peu, et moi, c'est l'approche que j'ai, comme une option, pas d'expiration. Ce que tu mets là-dessus, je vais forcer le sourcil, là. Écoutez, le titre coûte une pièce et quelques en ce moment. Moi, je l'avais pris à l'époque à 3,7. Il y a des primes d'options qui coûtent plus cher que ça. Ah, OK. Sauf qu'une option, elle a une expiration. Lui, théoriquement, il n'y en a pas d'expiration, sauf s'il est démantelé. Donc, il ne faut pas mettre de l'argent là-dessus là, qu'on ne peut pas perdre. C'est un genre de transaction vraiment là, avec un certain niveau de risque. C'est un penny stock, mais pas comme les autres. Parce que c'est un penny stock, mais c'est le gouvernement qui est en arrêt de ça. Puis, théoriquement, on va faire à un moment donné qu'il y a une décision véritable qui se prenne là-dessus. Voici le fameux graphique, ce que ça a l'air, cette fameuse baisse-là. Ça, c'était en 1er octobre 2014, ça avait besoin de 33 On voit ici, regardez comment est-ce. Regardez, c'est ici là, qu'on avait eu. Oui, effectivement. Mais regardez, ça, regardez la montée qu'on a vue ici à l'époque. Oui. Ça, c'était là, justement, là, on découvrait qu'il venait de faire de l'argent puis il avait payé tout le monde. Pas longtemps après, le Sénat est arrivé, ils ont dit, oups, nous, on va mettre la hache là-dedans, ça a planté. Ça a remonté jusque-là, et là, encore une mauvaise nouvelle. Donc, il faut être prudent sur cette position-là. Il ne faut pas mettre ça dans son portefeuille réel. Bon, non. Non. On ne peut pas prendre des pertes. On va faire une pause. Marc Lécuyer sera avec nous dans un instant tout de suite. Il y a un autre sujet que je voulais aborder aussi, peut-être les deux pourront s'en mêler, c'est le sujet des spin-offs, donc des essaimages à laquelle on assiste. La semaine passée, eBay veut se débarrasser de PayPal pour faire de l'argent. Là, il y a du Call-I-Can là-dedans. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est Hewlett-Packard qui veut se débarrasser de sa section logiciel, service, infrastructure, donc créer deux entités. C'est rendu à la mode, ça. Est-ce qu'on est capable véritablement, Marc Lécuyer, de créer de la valeur ou c'est de l'argent instantané qu'on va chercher puis qu'après ça, ben c'est fini? Exactement. Souvent, on va faire des recommandations ou les banques d'affaires vont faire des recommandations à ces entreprises-là dans le but de justifier peut-être une plus grande évaluation, quand on va faire la somme des deux entités, une plus grande évaluation que les deux réunies ensemble. Est-ce qu'on crée réellement de la valeur? J'ai de forts doutes. Dans le cas d'HP, qu'on a annoncé, on va sortir les activités moins intéressantes, qui sont le hardware. Donc, on va justifier peut-être une évaluation plus importante au niveau des services, des logiciels. Mais en réalité, est-ce qu'on crée vraiment quelque chose à long terme? Non. C'est vraiment... Parce que quand je regarde PayPal par rapport à eBay, c'est 41 du chiffre d'affaires. Là, ils pensent aller chercher 47 milliards avec ça, mais une fois que l'argent est fait, ils sont pris avec Alibaba, sont pris avec Yahoo, sont pris avec Alipay, sont pris avec Google Pay, sont pris avec Apple Pay, sont pris avec tout le monde. Là. Ils font peut-être un peu tard. Mais de façon générale, historiquement parlant, les spin-offs, c'est bien perçu par Wall Street. Puis de façon générale, ça donne des bons résultats. On a juste à penser à Tim Hortons à l'époque de Wendy's, CP en 2001. 80 des spin-offs, règle générale, ça donne des bons résultats. Oui, mais là, CP, c'est sûr, ça donnait 5 entreprises différentes. Là, c'est un spin-off quand même. Oui, je comprends, mais c'est parce que là, il y avait quand même
possibilité d'évoluer. Tu avais Canadian Airlines, tu avais Canadian Steamship, tu avais le CP tel qu'on le connaît actuellement, le plus, là, pour... il y avait 5 entités là-dedans. Là. Les 5 ont réussi à... Les containers, le charbon, les hôtels, mais ça a tout élevé après. Ils ont été rachetés, puis ils ont fait de l'argent avec. C'est ça, exactement. Tim Hortons, pareil. Tu sais, à un moment donné, la problématique, c'est quand une entreprise devient trop grosse, puis tu as une division qui, à un moment donné, est embourbée là, dans la direction générale, bien, ça ne bouge plus. Alors, c'est pour ça, souvent, qu'ils vont faire des spin-offs, mais si on regarde historiquement, 80 fonctionne bien. Je regarde les graphiques pour le fun, parce que là, tu vois un peu la sanction des marchés. HPQ, on voit que l'annonce du spin-off, en tout cas, semble pour le moment être bien sanctionné. On a un gap ce matin là, de 35 à 37 piastres. Si on regarde par contre eBay, où théoriquement on s'entend que c'est un peu moins qualitatif, bien, on s'aperçoit qu'il y a eu une sanction positive, mais là, regardez, ça dégringole depuis. Et tu peux jamais l'évaluer la journée même, le spin-off. C'est toujours après, là, comment est-ce que ça se comporte. Ancana avec Cernavus, il y en a des spin-offs. C'est la normalité des choses. Puis regardez, Tim Hortons, après ça, ben là, ils ont été finalement achetés par Burger King. Ils vont peut-être les spin-off un jour. C'est comme ça que le marché fonctionne. Tu décentralises, tu centralises. Ben, moi, de voir le graphique d'eBay comme ça me conforte un peu dans mon analyse, dans le sens où tu le vends, tu vas faire de l'argent instantanément, puis après ça, là, c'est bye-bye. Il n'y a plus rien là. Bien, il y a de la compétition là, avec... Sans PayPal, eBay ne marche pas. Tout le monde a peur de Alipay. C'est sûr qu'il y a plus de compétition là-dedans. Même Alibaba, qui avait fait plaisir en 2008 à PayPal en disant on va utiliser un petit peu vos transactions, là, votre plateforme transactionnelle, mais avec Alipay, PayPal n'a plus sa raison d'être avec Alibaba, entre autres. Oui, il faut suivre ça après. Il faut les évaluer à leur mérite. On touche à ça ou pas? Ben, nous, on ça serait peut-être plus... Non, ça serait peut-être plus la recommandation après. Donc, c'est pour l'investissement actif. Oui. On est prêt à répondre aux questions, messieurs? Oui. Une première qui nous vient donc de... Attendez un petit peu. Juste le temps d'aller le chercher, là. Comme ceci. Bon, alors, François Tivierge qui nous écrit sur notre Facebook. D'ailleurs, vous pouvez écrire sur notre Facebook, je vous le dis tout de suite. Que se passe-t-il avec le projet Québec Lithium? L'action RB Energy est en dégringolade. Heureusement, je n'ai pas d'action. Est-ce que le gouvernement du Québec, avec le plan Nord, vont injecter de l'argent pour ne pas que la production s'arrête, ou la Caisse de dépôt ou d'autres agences à capital de risque viennent de construire une usine? Première livraison de lithium est partie à la fin de l'été. Ils ne sont pas encore à la pureté lithium optimale. Je trouve ça bizarre qu'en fin de course comme ça, qu'ils tirent la plug, voire vont-ils faire faillite? C'est la grosse question. Ils peuvent faire faillite, ça c'est certain, parce qu'ils l'ont annoncé qu'ils sont en train d'essayer de lever des capitaux, peut-être par l'émission d'une débenture convertible, et dans le moment, en tout cas, ils n'ont pas réussi encore. S'ils ne réussissent pas, bon, ils ont des opérations, je pense, au Chili, qu'ils pourraient vendre. Dans le moment, le contexte de marché n'est pas très favorable aux ressources naturelles. Oui, ça se peut qu'ils fassent faillite. Puis, oui, c'est vrai que le projet est sur le point d'aboutir, mais à date, on n'a pas vu d'indication que ça allait être un projet qui allait être très rentable, qui fonctionne bien. Là, on a des... C'est parce qu'en 2010, tout le monde est parti vers le lithium. Quand on a découvert le lithium dans le nord du Québec, d'ailleurs, c'était Canada Lithium dans ce temps-là, oui. Puis qui a été transformé en RB Énergie ensuite, là, tout le monde se disait, bon, bien, les piles au lithium-ion, c'est le futur, puis c'est le futur. Tout le monde est parti en peur. On a vu, d'ailleurs, le titre grimper. Fin 2011. Hein? Ouais. D'ailleurs, nous, écoutez, ici, à cette époque-là, on était positif sur le titre. On avait une configuration haussière. Ça a fonctionné. Mais à un moment donné, on a commencé à donner un avis ici à l'émission. Là. Ça, je suis en mois actuellement. Là, c'était en janvier 2011. On a commencé à dire que là, c'était pas beau. Là. Et regardez, chaque fois qu'on l'a analysé, on le donnait toujours baissier ou neutre. Et puis malheureusement, depuis le temps, ça n'arrête pas de descendre. Et pour le moment, c'est rendu un penny stock. Oui, en plus que penny stock. Il n'y a pas de signal d'achat là-dessus. Donc, fondamentalement parlant, puis graphiquement parlant, pas grand-chose à faire avec ça. Malheureusement, on ne touche pas à ça ou quoi? Non. OK. Prochaine question. Peut-être spinner. Non. Le point est haut. Non, OK. Prochaine question, donc, est quand même relativement longue. C'est Jean de Longueuil qui nous a écrit, mais dans un compte hors REER, j'ai acheté Lumber Liquidator, c'est LL à New York, le 22 mai, le 28 et le 9 juin. Ça varie entre 81 et 70 $. Ce titre représente 6 de mon portefeuille global. Donc, autant les REER, les CELI que hors REER.
Le titre s'est effondré à 55-60 $ par la suite. On le voit, là, à la suite des résultats. Je pense que c'est les résultats financiers là, qui... 21 c'est un profit warning, je pense. Oui, c'est ça, exactement. À l'annonce des dirigeants que la cible de bénéfices serait arrêtée dû des problèmes de stock, Lumber Liquidator fait face maintenant à des poursuites judiciaires pour gestion pas assez transparente, disons même peut-être douteuse. J'ai tout vendu le 58 $ après 30 jours. Je pourrais donc de nouveau racheter LL tout en déclarant une perte en capital. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce titre-là exactement? Bon, écoutez, nous, il est sorti sur nos radars. Là, ça, c'est un logiciel qu'on utilise au bureau. Et c'est un dead cat bond, ce qu'on appelle 21 à la baisse, 1074 de volume cette journée-là. C'est pas de la petite bière, comme dirait ma grand-mère. Là. Donc, nous, on est buyer short là-dessus. On pense pas. C'est pas le genre d'événement qui se réserve rapidement. On le voit d'ailleurs depuis le temps que le titre là, est sideways et ça risque là, de rester longtemps comme ça. Donc, du point de vue investissement actif, là, si on peut ainsi dire, on est baissier là-dessus. Et malheureusement pour notre auditeur, là, parce que j'ai fait une moyenne, un prix moyen de 75 $ là-dessus, puis il a acheté juste avant le gap. C'est un mauvais timing. Des options avaient été une bonne idée à l'époque là-dessus, en contrepoids. Donc, pour le moment, non, nous, on est baissier là-dessus. Bien, vous n'êtes pas le seul, parce que les analystes ne sont pas arrêtés depuis un an à baisser leurs prix cibles et à baisser leurs recommandations aussi. Je pense que... Est-ce qu'on le laisse aller ou si on attend? C'est quand même un beau modèle d'affaires qui a connu beaucoup de succès. Là. On ne le voit pas sur le graphique, mais si on remonte à plus long terme, c'est une entreprise qui a très bien fait. Par contre, le titre était peut-être un petit peu cher. Nous, ce qu'on... Je veux dire, tous les points qui sont là, je veux dire, l'entreprise est en bonne santé financière. Il peut être un petit peu cher encore à 21 fois les profits. Mais je ne m'inquiéterais pas trop des poursuites et tout ça. C'est normal. Aux États-Unis, on voit ça souvent. Puis, je veux dire, la nature même des activités, Lumber Liquidators, bon, gestion des inventaires, quand on est un liquidateur, c'est important. Puis oui, on peut connaître des mauvaises périodes. Ça, soit dit en passant, Lumber Liquidator, là, pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie, eux, ils vendent des planchers de bois franc qu'ils rachètent. Donc, souvent une fois de faillite, je pense. Oui, c'est ça. On est liquide par la suite. Exact, c'est ça. Donc, c'est peut-être pas le moment d'entrée. C'est encore un petit peu cher à mettre une fois les profits, mais c'est une business qui réussit bien. Il a déjà bien performé. Ce que vous dites est vrai. Regardez ici, en 2000... en fait, c'est l'année passée, là, on a atteint 120 $. Mais là, pour des raisons pas évidentes, là, fondamentalement parlant, vous pouvez expliquer, là, mais du graphique, à un moment donné, ça a commencé à mal aller. Bien, il est un petit peu trop cher. Les gens s'en portaient. On était prêts à payer 30 fois, 32 fois les profits. Ça ne donne plus beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Quand les résultats, là, à ce moment-là, sont un peu moins bons, bien, les titres chutent fortement. Oui, bien là, on est rendu à 21, puis ils disent que c'est encore cher. Pas le temps d'acheter. Pas le temps. Bon, OK. Prochaine question. C'est une question, puis ça donne à point nommé avec le fameux bail-out, donc le rachat de titres de dette de Disneyland de Paris. Aujourd'hui, hein, je faisais une blague tantôt, mon oncle Picsou est obligé de remettre de l'argent dans Walt Disney. C'est M. Fournier de Saint-Bruno qui nous écrit. Il se demande si le titre de Walt Disney serait attrayant ou sous-évalué avec la reprise américaine qui s'annonce. J'ai un horizon un an et demi. Qu'est-ce qu'on en pense de Disney? Pourtant, ça a bien grimpé. Là, aujourd'hui. Négatif aujourd'hui, mais c'est un peu normal. Oui, bien, c'est une bonne société. On aime beaucoup le modèle d'affaires, des barrières à l'entrée élevées, des marques de commerce. Une grosse partie de la valeur de Walt Disney, hein, c'est ESPN aux États-Unis. Ouais. ESPN, le sport, qui est peut-être une des dernières émissions de télé qu'on va écouter en direct, ce qui veut dire beaucoup de revenus pour la publicité, mais aussi les câbleaux distributeurs paient très cher pour avoir accès à ESPN. Des bonnes marques de commerce, c'est ça. Par contre, nous, on trouve le shop peut-être un petit peu cher. Là. On attendrait un repli, mais autour de 80 $, là, on serait acheteur de Walt Disney. Il y a quand même un portefeuille de propriété très alléchant. Je pense la dernière réquisition qu'ils ont faite, Star Wars, là, on attend les 5 prochains films. C'est la plus grosse société de divertissement au monde. Hein. On a commencé avec Marvel, où on a acheté des marques de commerce, puis maintenant, on utilise toute notre force de tout notre réseau, finalement, pour pousser ces marques-là, que ce soit au niveau des films, au niveau des jouets, et ainsi de suite. Mais là, on voit une nouvelle comme aujourd'hui, être obligé de renflouer à la hauteur d'1,250 milliard Walt Disney à Paris, dont tu es propriétaire à 40 % seulement. C'est pas trop complet. Puis, ça touche à peu près pas le titre. Tu vois que Disney, là, c'est une compagnie qui est solide. C'est immense. Surtout que c'est immense. 1 milliard pour Walt Disney, c'est pas énorme. C'est pas beaucoup de sous, là. Parce que c'est revenu annuel. Pocket money. Exact. Mais tu sais, à 48 milliards de revenus, là, puis tu vas faire à peu près...
touche à peu près pas le bénéfice, là. Quand même. Tout est relatif. Les flux de trésorerie, là, je te dis que ça génère pas à peu près. Tu regardes, ça fait 4,18, puis ça génère quand même 3,71 de flux de trésorerie. Ils sont pas à pied, là. Ah non. Hein? Bonne entreprise, graphiquement parlant, ça se comporte très bien. Peut-être, je dirais peut-être un peu comme mon collègue. C'est sûr que là, tu sais, rendu à ce prix-là, t'en achètes-tu à ce prix-là? Peut-être que j'attendrai un petit peu, là. Surprenant de voir que le Toute titre une a ascension. si monté, puis que la oui. courbe descendante du volume sur le titre a diminué pas mal Ouais. au cours des derniers mois, là, des dernières années même, je dirais. Oui, bien, on est en mots. N'oubliez pas que les fameux volumes, là, ça, c'est le débat, là, qui sont plus tous répertoriés sur les bourses conventionnelles. Il y a du dark pool, grey pool, donc pas évident de savoir. Là. Il y a des volumes qui sont pas là, qui sont passés sur des réseaux privés, donc c'est compliqué, les volumes, aujourd'hui. Il faut que quelqu'un, un bon matin, là, ramasse tout ça, regarde le vrai volume sur la planète, là, parce que là, actuellement, là, c'est pas évident. Il peut y avoir une baisse de volume, mais jamais aussi forte que ça dans la vraie vie. C'est juste que les volumes ne sont plus centralisés à la même place. Trois titres à regarder de la part de Claudia, qui nous écrit. D'abord, GWO. Il nous reste une minute. On n'aura pas le temps de faire les trois titres, mais on va y aller rapidement quand même pour Great West, compagnie d'assurance. Une belle montée récente. Là, on est peut-être là à croiser des chemins, là, une configuration bidirectionnelle ici. Là. Donc, si on dépasse le 32-33, c'est aussi, en bas de ça, ça serait un double top, ça donnerait baissier. Bon. Ça, c'est pour Great West. Bon, on ne détient pas d'assurance vie, mais pour les gens qui veulent un investissement dans l'assurance vie, je pense que Great West a démontré au niveau de la gestion du risque dans les dernières années qu'ils ont très bien fait. J'irais probablement avec Great West. Et Horizon North, qui est dans le domaine du transport maritime, rapidement. Ça a viré pour le Sud récemment, ça, puis ça 5 $. Ils sont plus dans les résidences, dans les sables bitumineux. Ils sont très forts dans l'Ouest, les résidences temporaires pour les travailleurs dans les sables bitumineux. Il y a un gros point d'interrogation de ce côté-là, là, avec le coût de production. Et pour Claudia, on terminera votre troisième demain avec nos invités. Merci, messieurs, et à demain, tout le monde.